Bonsoir. Elle arrive comme Mars en carême, la 36e édition de la Journée internationale de la femme. Occasion de tomber les masques de la retenue pour libérer la parole féminine. Du coup, depuis le début de ce mois, on entend vibrer dans tous les bruits du monde des voix des femmes, des voix pour les femmes. Que demande-t-elle au juste? 1000 choses qui pourraient bien se ramener à une seule, leur place, rien que leur place, toute leur place dans la société. Majoritaires au Cameroun, les femmes représentent plus de 51% de la population. Dans un cycle de conférences sous le thème « Le cri de la femme africaine » organisé cette semaine à l'université de Yaoundé 1 par le département de sociologie en partenariat avec le laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines, elles étaient vent debout. Injustice, inégalité, violation, sous-représentativité, ingratitude, exploitation et tutti quanti ont été dénoncés à l'appel par les conférencières. Même tirade lors des activités menées dans les administrations publiques ou privées, d'où l'interrogation à l'hôtel de la grand-messe d'actualité ce dimanche. Les Camerounaises seraient-elles si mal aimées? Invitée ès-qualité pour répondre, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, professeure Marie-Thérèse Abénondoa, née Obama, dont les fonctions au sein du gouvernement l'assimilent à peu près à une sorte d'avocate défenseur de la cause des femmes. Professeure Marie-Thérèse Abénondoa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Et puisque vous êtes médecin à la base, donnez-nous tout de suite votre diagnostic de la femme camerounaise. Comment va-t-elle? Je pense que la femme camerounaise se porte relativement bien, mais je pense qu'elle a des aspirations qui ne sont pas encore comblées. Et c'est la raison pour laquelle vous la voyez continuer à revendiquer. Parlons de ce thème, leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la Covid-19. En quoi un tel thème intéresse-t-il une femme, je vais prendre un village par hasard, de Fegmimbang ou même de Molvoudaï? Alors, je pense que ce thème intéresse les femmes camerounaises de toutes les couches sociales. Parce que les inégalités se retrouvent à tous les niveaux. Vous avez parlé de Fegmimbang, de Molvoudaï. Vous pouvez même parler de je ne sais quelle localité. Vous allez trouver qu'il y a des injustices, des inégalités. Et c'est pour cela que je pense que ce thème est le bienvenu cette année et il nous amène à réfléchir sur la condition de la femme, sur l'ensemble du territoire national. Mais est-ce qu'il ne faut pas davantage, on va dire, camerouniser ces thèmes-là? Nous l'avons camerounisé. Nous l'adaptons dans nos discussions. Nous ne pouvons pas, c'est un thème qui est suggéré par l'Organisation des Nations Unies, mais lorsque ce thème est colle tellement avec la réalité, parfois l'adaptation n'est plus tout à fait justifiée parce que la pandémie Covid-19, elle est mondiale et les inégalités, les problèmes de leadership féminin sont des problèmes qui concernent toutes les femmes dans tous les pays du monde. Y compris les femmes des villages? Y compris les femmes de nos villages, oui. Je peux l'affirmer. S'agissant justement de ce leadership, Madame la Ministre, est-ce qu'il est compatible avec nos traditions, nos coutumes, sachant bien que la majorité de la population camerounaise est rurale et donc par conséquent la majorité des femmes? Est-ce qu'elles se sentent interpellées? Oui, elles se sentent interpellées parce que vous avez évoqué ces femmes. L'injustice. Si vous allez dans nos zones rurales, les femmes souffrent beaucoup parce qu'elles sont cultivatrices mais sans être propriétaires de terrain. Elles sont des mères de famille et portent des grossesses mais sans avoir la possibilité de participer, de contribuer efficacement au fonctionnement du foyer par exemple. C'est elles qui sont les premières éducatrices mais cependant leur parole n'est pas souvent perçue, n'est pas souvent sollicitée pour régler les problèmes de la maison. Mais je voudrais quand même dire qu'il y a souvent des exceptions. Dans la plupart des ménages quand même, la femme joue un rôle, mais dans la majorité, elle n'est pas consultée. Ses droits sont bafoués. Le ministère dit depuis plusieurs années sur la notion de viens, on reste, qui se retrouve partout.
Mais aller dans une zone rurale... Pour ceux qui ne comprennent pas le viens on reste, c'est-à-dire, vous dites... Le viens on reste, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, un jeune homme voit une belle fille, encore toute belle et fraîche, et puis il lui demande, il lui dit « je t'aime », il lui fait une avance et puis il la prend. Et il l'amène chez lui, elle commence à lui faire des enfants, sans aucun lien légal. Sans l'amener devant le maire. Sans l'amener devant le maire. Et ils font des enfants, et assez souvent, ces enfants n'ont même pas d'acte de naissance. Est-ce que ce n'est pas parce que la dot coûte trop cher? Oui, on invoque la dot, mais je pense qu'il y a aussi des façons de négocier, parce que vous savez, les habitudes ont la peau dure. Alors, il y a moyen de discuter, d'expliquer la nécessité de sécuriser cette relation. Dans ce cas-là, la jeune fille est partie de chez elle sans l'accord de ses parents. Elle se retrouve, elle fait des enfants et puis elle se fane. Et dans la pire des hypothèses, son conjoint, maintenant on appelle compagnon, arrive à décéder. Elle n'a pas d'acte de naissance, les enfants n'ont pas d'acte de naissance. Qu'est-ce qui arrive à cette fille? Assez souvent, elle est abandonnée à elle-même et elle doit rentrer dans sa famille. Qu'est-ce que vous faites au ministère pour limiter un peu ces cas de vie en reste? Quand nous avons ce genre de cas, nous sensibilisons les familles pour qu'on ne privilégie pas le matériel, c'est-à-dire cette dot, cette fameuse dot. Et je pense que le législateur est aussi en train de s'est aussi engagé dans cette voie pour que cette dot ne soit pas excessive. Parce que quand on épouse une femme, on fait partie d'une famille, c'est-à-dire nous formons déjà une seule et même famille. Lorsqu'il y a un besoin dans une famille, l'autre intervient sans tenir compte du coût. Donc nous devons privilégier la sécurisation de ces liens. Donc il y a la sensibilisation pour qu'on privilégie l'acte d'état civil, l'établissement des actes de naissance des enfants, et de façon à ce qu'on prépare dans ces couples. Nos services de terrain préparent ces parents qui se retrouvent sans lien légal, et nous arrivons souvent à une séance où nous nous retrouvons avec des deux familles qui sont déjà tombées d'accord pour qu'un acte de mariage soit signé entre les deux, et on sécurise donc ainsi aussi bien la femme que les enfants. Depuis 2016, l'Union africaine avait déclaré cette année-là, année des droits de l'homme, avec un accent particulier donc, sur l'accès des femmes au foncier. Qu'est-ce qui a changé depuis 2016 au Cameroun? Alors, je pense que c'est un problème d'ignorance. Parce que notre constitution n'a jamais dit que la femme n'a pas droit à la terre. C'est un droit. C'est l'ignorance des femmes? C'est l'ignorance des femmes. L'ignorance des femmes, l'ignorance de la population et l'ignorance des textes même. Et le ministère s'est engagé avec l'appui de certaines associations de la société civile, les femmes des droits, c'est-à-dire l'association des femmes juristes, qui apporte un appui important, et puis le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières pour vulgariser ces textes, pour faire comprendre aux femmes qu'elles ont droit à un titre foncier. Il suffit juste qu'elles soient encadrées pour qu'elles puissent solliciter ce document, mais c'est les habitudes qui ont la peau dure. Vous savez, nous sommes dans une société patriarcale. C'est l'homme et pas la femme. Tout à fait. Donc, l'ignorance, et nous vulgarisons ces textes. Et je pense que maintenant, avec l'intervention de tous ces autres départements ministériels et de la société civile, les femmes, aussi bien les femmes que les hommes, sont en train de comprendre que l'acquisition, l'obtention d'un titre foncier n'est pas l'affaire des hommes uniquement, mais aussi l'affaire des femmes. Et beaucoup de femmes commencent maintenant à revendiquer aussi un espace dans leur famille d'origine. Parce qu'assez souvent, quand elles vont en mariage, on dit non, elle est déjà partie, elle n'a plus droit à rien. Mais la plupart des familles commencent à comprendre que cette fille, elle est quand même une fille d'ici. Si elle revendique, il faut qu'on lui donne cela. L'autre problème de ces femmes rurales, c'est le pouvoir d'achat. Il est faible. Pourtant, ces femmes produisent l'essentiel de ce qu'on retrouve dans les marchés, aussi bien en ville que dans nos villages. C'est une injustice. Comment vous la réparez, vous, au niveau du gouvernement? Alors, c'est une injustice qui ne peut pas être réparée par une seule personne. Nous collaborons avec d'autres départements ministériels. Ces femmes se trouvent en zone rurale. Elles mènent des activités champêtres et c'est grâce à elles que nous mangeons dans les grandes agglomérations. Si vous vous souvenez de l'intervention du président de la République lors du comice agro-pastoral
de Bolova en 2011, le président de la République a rendu hommage à la femme rurale parce qu'il l'a si bien dit, chacun d'entre nous a un lien très étroit avec la femme rurale, la femme en zone rurale, parce que c'est péjoratif de les appeler femmes rurales maintenant. C'est des femmes qui vivent en zone rurale. Alors, nous sommes tous fils de paysans, à dire en quelque sorte de paysans. Alors qu'est-ce que nous faisons en partenariat donc avec la société civile, d'autres départements ministériels tels que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère des Pêches et des Industries animales. Nous collaborons pour pouvoir capaciter ces femmes, les aider à se regrouper, à ne plus travailler seules, c'est-à-dire à former des associations qui sont légalisées et leur apprendre à travailler ensemble et aussi à pouvoir rassembler le produit de leur champ pour pouvoir les amener, les vendre en groupe. Nous les formons au montage des projets, par exemple. Elles sont aussi formées à la transformation de ces produits, parce que si vous allez dans les marchés, même déjà au niveau des zones rurales, elles produisent et ramènent leur récolte du champ au bord de la route. Parfois, la route n'est pas là, ou alors le véhicule ne passe pas. Donc nous travaillons avec d'autres pour pouvoir leur apprendre à transformer le fruit de leur champ de manière à pouvoir les acheminer ou alors les transformer localement et pourquoi pas les amener à être vendus à l'intérieur du pays et à long terme, si les normes sont respectées, exportés à l'international. Il y a aussi l'amélioration des outils de travail. Vous savez, ces outils de travail sont archaïques. Nous sommes dans un pays tropical. La mécanisation, je pense que les ministères en charge de ce volet sont en train de travailler pour qu'on puisse améliorer les conditions de travail de cette femme qui vit en zone rurale parce qu'elle dépense beaucoup d'énergie pour travailler et produire dans le champ. Donc, nous sommes en collaboration avec différents départements ministériels pour améliorer la situation de la femme vivant en zone rurale. Tout ce que vous dites là, est-ce que ça ne pourrait pas amener la femme rurale à se dire le thème de cette année, c'est pour les femmes de la ville? Parce que tant qu'à faire, Covid-19, leadership, ce n'est pas notre affaire. Nos vrais problèmes, c'est ce que nous sommes en train d'évoquer là. Non, vous savez, si le coronavirus n'a pas de frontières, le coronavirus se retrouve aussi en zone rurale. Le leadership féminin ne se limite pas uniquement à la ville. Vous savez, les femmes qui vivent dans les zones rurales, c'est les femmes, vous l'avez si bien dit, le président de la République l'a dit, chacun de nous est fils de paysan. Donc ces femmes sont capables de beaucoup de choses. Il y a un leadership là-bas. Elles sont organisées. Si vous êtes peut-être trop jeune, mais dans les villages, il y avait des femmes qui étaient tellement imposantes par leur manière de vivre, on leur confiait des jeunes filles. Mais si les villages se sont vidés au bénéfice des grandes agglomérations, mais nous retrouvons encore des femmes capables de s'engager dans l'émancipation, entre guillemets, de la femme dans ces zones rurales. Donc dire que le leadership féminin ne concerne pas la femme en zone rurale, c'est très très faux parce que dans leur intervention, dans la production des denrées alimentaires, elles s'investissent même déjà dans des exploitations agricoles. Donc ces femmes sont concernées par ce leadership. Dans ces zones rurales, nous retrouvons aussi des employés, des femmes qui ont travaillé en ville, qui ont pris leur retraite, qui sont à la retraite et qui s'investissent là-bas. Donc elles sont une ressource importante pour sensibiliser ces femmes qui sont souvent abandonnées dans les zones rurales et les amener à comprendre qu'elles ont un rôle à jouer dans l'émergence de notre pays. Donc ce n'est pas l'affaire des femmes qui vivent en zone urbaine, c'est l'affaire de tout le monde. Dans les élections, les femmes qui vivent en zone rurale sont sollicitées et participent bien aux élections. Certaines sont députées, certaines sont des députés suppléants, certaines sont des adjoints, mais certaines sont des maires. Donc, il y a Nous aurons l'occasion de revenir sur la participation politique des femmes au cours de cette émission, Madame la Ministre. Je vous relance sur l'arrière-pays, une fois de plus, où la scolarisation des jeunes femmes n'est pas toujours une priorité dans de nombreux villages camerounais. Qu'est-ce qui est fait pour inverser la donne? Alors, les habitudes ont la peau dure. Parce qu'on va vous dire que la jeune fille
n'est pas faite pour aller à l'école, elle est faite pour se marier. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous sensibilisons les familles parce que tous les enfants naissent égaux. Ces enfants doivent avoir les mêmes chances. Au niveau des familles, des tâches domestiques, il n'est pas normal que le petit garçon, lui, soit en train de s'amuser alors que c'est la jeune fille qui est en train d'assister la maman, d'aller puiser de l'eau, de s'activer à préparer. Donc, nous sensibilisons les familles pour que tous les enfants puissent bénéficier d'une scolarisation. Le ministre en charge de l'éducation de base pourra peut-être vous édifier, mais je sais que l'école est ouverte à tout le monde. Personne n'est exclu de l'école, mais c'est nos habitudes, c'est notre société qui estime que la jeune fille, encore à certains endroits, n'est pas faite pour aller à l'école, elle doit aller en mariage et parfois même on la force. Donc nous combattons ces mariages d'enfants, les mariages forcés, les mariages d'enfants. Il y a des pratiques néfastes, par exemple les mutilations génitales féminines qui sont pratiquées sur ces enfants. Donc nous sensibilisons au sein des familles, au sein des communautés, à travers les autorités traditionnelles, pour que ces habitudes qui freinent l'émancipation, le développement, l'éducation de la jeune fille puissent être abandonnées. Je vous propose à présent, Madame la Ministre, de regarder un reportage sous effet de miroir promené à travers la société camerounaise pour montrer les femmes telles qu'elles se voient et telles qu'elles se projettent aujourd'hui. Daniel Menanga. Et si l'époque des revendications des femmes était révolue? C'est un débat que moi j'ai trouvé un peu dépassé. De dire qu'on doit nous laisser, on doit nous laisser qu'est-ce qu'on nous a attaché. Femme, montre de quoi tu es capable et tu vas t'imposer à la société. Je me suis déterminée moi-même et j'ai su m'imposer. Et lorsque tu sais t'imposer, surtout par des valeurs de dynamisme, de réussite, l'homme va suivre. Il va marcher, les autres vont marcher. S'il faut citer des noms sur la sphère publique nationale, je pense qu'il y aurait quand même plusieurs noms qui se démarqueraient. Et ces noms-là, c'est des femmes qui sont porteuses. Dans la société camerounaise émergent de nombreux profils de femmes qui proposent. Moi, je reprends un exemple. Dans notre domaine de la culture, on accompagne les artistes. Les gens me posent des questions, mais pourquoi vous organisez un concert le 8 mars? Mais vous allez voir, nous, on va vous montrer qu'on va même éduquer ces personnes qui vont venir. Peut-être c'est même une occasion pour dire aux gens, mais c'est très grave. Portez vos masques. Vous n'avez pas de masque, vous n'entrez pas au concert de Majoailly. Si vous n'avez pas, vous ne passez pas par les portiques où on va vous désinfecter, vous n'allez pas avoir Coco Argenté. Je peux jouer tous les rôles. Enseigner à l'université, par exemple, être directrice d'un bureau à l'administration publique, par exemple, être en même temps femme de ménage. Les mentalités ont évolué, mais le plein épanouissement de la femme reste une quête. La femme camerounaise veut être autonome, prendre son destin en main, qu'on n'envoie pas les jeunes filles en mariage parce que là où elle est née, elle n'a rien. Donc nous revendiquons donc notre autonomie. Et quand on parle femme, moi je représente une couche vulnérable. Nous voulons d'abord l'égalité du genre, pas l'égalité du genre par rapport aux hommes, l'égalité du genre par rapport même à la genre femme que nous sommes. La femme camerounaise aujourd'hui, c'est celle qui cherche à accompagner l'homme au quotidien dans sa tâche, surtout celle qui veut participer à la prise des décisions au niveau du gouvernement. C'est cette femme-là qui voudrait être une femme capable, une femme prête à tout faire. Un chantier sur lequel la femme s'active malgré les obstacles. Madame la ministre, cette photographie de la femme camerounaise vous semble refléter la réalité? Ah, effectivement, elle reflète la réalité. Parce que nous avons vu des femmes, des self-made, et nous avons vu aussi la défenseuse d'une couche vulnérable, la présidente, la brave Madame Balabiloa. La présidente de l'ASPI. De l'ASPI, oui, que je connais très bien. Et nous avons vu des femmes scientifiques, des femmes qui sont là pour nous aider à mieux comprendre la pandémie, à la combattre. Donc, les piquent bien, c'est-à-dire ça touche les couches sociales. Nous avons vu des femmes en zone rurale peinant sous le poids de la précarité des instruments de travail. Et leurs aspirations, elles vous amènent à revoir votre copie ou alors vous vous dites, nous sommes sur la bonne voie?
Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Les revendications, par exemple, de Mme Mbalabilo, la présidente nationale de l'ASBI, elle a parlé de l'égalité. C'est-à-dire, c'est les mêmes chances. C'est-à-dire, c'est une égalité de chances. Parce que lorsqu'on parle d'égalité, la plupart des personnes tendent à croire que cette égalité, c'est une égalité 50-50, 50-50, c'est-à-dire mathématique. Donc, c'est les mêmes chances, les mêmes opportunités. C'est pour ça qu'on a fait allusion aux chances pour l'éducation par rapport à l'éducation, par exemple. Mais la parité à laquelle le chef de l'État lui-même a fait allusion dans sa profession de foi, parce qu'il a dit qu'il souhaite institutionnaliser la parité homme-femme dans sa profession de foi. Ça signifie donc qu'il y croit lui-même. Il y croit à tous les niveaux. Mais est-ce qu'il est suivi? Non, il y a une différence entre égalité et parité. L'égalité, je parle des droits, c'est-à-dire notre constitution, nous avons tous les mêmes droits. Nous avons les mêmes droits, même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les hommes naissent égaux et nous avons les mêmes droits. Maintenant, lorsque nous parlons de la parité, c'est-à-dire c'est voir une répartition équitable des responsabilités. Par exemple, au niveau des élections, disons l'Assemblée nationale, par exemple, il y a 180 députés. Si on veut la parité, ça signifie que sur 180 députés, il faut 90 hommes et 90 femmes. Au niveau du Sénat, 150 femmes, 50 hommes, et ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a une préparation. Il faut déjà capaciter ces femmes. Les préparer, beaucoup de gens y croient, y compris les hommes. Parce que vous savez, nous avons lancé une campagne He4She. Le He4She, c'est quoi? Ça signifie que la promotion de la femme, l'avancement de la femme, cette parité à laquelle nous aspirons, ne peut pas avoir lieu si les hommes n'adhèrent pas. Les hommes doivent absolument adhérer. On arrive même déjà aux hommes, même le petit garçon à la maison. Je vous ai dit tout à l'heure, le petit garçon, lui, joue au ballon pendant que la jeune fille va puiser de l'eau. Et le lendemain matin, ils vont tous à l'école. Mais c'est normal que la fille ne travaille pas. Donc, il faut déjà sensibiliser le petit garçon à comprendre que lui et sa sœur ont les mêmes droits, ils doivent avoir les mêmes avantages pour aller à l'école, par exemple, les mêmes avantages, et jusqu'à devenir des adultes et comprendre pourquoi il est nécessaire de soutenir la femme, de permettre à la femme de s'épanouir, de jouer le même rôle. Donc, nous sensibilisons et nous avons édité des manuels de formation, par exemple, pour ce qui est des élections. Maintenant, pour attirer justement l'attention de l'État sur la situation de la femme, nous avons un document que nous produisons depuis quelques années, un document, le palmarès genre des administrations publiques et parapubliques. Cela signifie, nous sommes entrés dans les administrations pour voir la représentativité des femmes. Cette représentativité, elle vous satisfait? Non, elle ne satisfait pas, mais c'est une prise de conscience parce que le premier document qui a été produit, c'était un éveil de conscience parce que dans certaines administrations, on n'était même pas conscient de la faible représentativité des femmes à des postes de responsabilité. On parle dans un instant de cette représentativité, mais Madame la Ministre, malgré tout ce que vous dites là, il y a des situations qui ont la peau dure. Par exemple, l'excision, les mariages précoces et forcés, ainsi de suite, non seulement dans les villages, mais parfois également en ville. Est-ce que l'État recule face au pouvoir traditionnel qui impose cette façon de faire? Alors, l'État est en train de tout faire pour éliminer ces pratiques socio-culturelles néfastes. Comment l'État fait ce travail? Nous avons déjà la collaboration avec l'autorité traditionnelle parce que parfois, les réactions de l'autorité traditionnelle sont mal interprétées. Donc, nous collaborons avec l'autorité traditionnelle. Je vais citer par exemple l'Association nationale des chefs traditionnels du Cameroun, le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, parce que pour ce qui est de la religion musulmane, que je ne connais pas très bien, mais j'ai quand même eu la possibilité, l'occasion de fréquenter le coordonnateur national du SIDUMIC. Avec quel résultat cette collaboration? Le résultat est là. Puisque les pratiques demeurent. Les pratiques demeurent, mais les pratiques ne demeurent pas au même niveau. Vous savez, si pour parler des mutilations génitales féminines, parce que qui constitue vraiment un frein, ça dit, parce qu'il y a des conséquences néfastes. Mais nous avons quand même vu
une prise de conscience parce que nous avons, avec la collaboration des partenaires au développement, l'État et d'autres administrations, nous avons procédé à l'octroi des kits pour les activités génératrices de revenus à ceux qui pratiquent par exemple l'excision. Nous avons installé des comités locaux dans des zones foyers parce que ces zones foyers sont spécifiques dans certaines régions de notre pays et assez souvent, nous nous sommes retrouvés en train de comprendre ce qui se passait. En fait, c'était un problème de pauvreté, d'incompréhension, de mauvaise interprétation des textes. Et je pense que le Code pénal de 2016 s'adresse déjà avec des sanctions, des amendes et des peines d'emprisonnement par rapport à celui qui est pris en flagrant délit de pratique de certaines de ces pratiques socio-culturelles néfastes. Il en est de même du mariage. Mais vous allez me dire, ça continue à se produire. Même dans les pays développés, on trouve aussi des erreurs, c'est-à-dire les habitudes ont la peau dure. Mais je pense que l'État est suffisamment engagé à un niveau assez élevé pour qu'on puisse un jour voir mettre un terme à ces pratiques socio-culturelles néfastes. Revenons maintenant en ville, l'épicentre des manifestations même du 8 mars, avec ces quelques indicateurs que je vous donne rapidement. Au gouvernement, seulement 11 femmes sur 65 ministres, aucune femme gouverneure dans toute l'histoire de la préfectorale, aucune femme président des régions ni d'assemblée régionale, aucune femme maire de ville sur 14, tout juste 26% de femmes au Sénat. Je m'arrête là. Pourquoi le Cameroun n'aime pas ces femmes? Je ne dirais pas que le Cameroun n'aime pas ces femmes. Il faut d'abord rentrer dans l'histoire pour voir comment nous avons cheminé. Vous avez 11 femmes membres du gouvernement, ministres. Et il y a quelques années, ces femmes étaient dans des sociaux. Mais parmi ces 11 femmes ministres, vous en avez 4 qui sont dans des ministères, disons, techniques de souveraineté. Vous avez le ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État, par exemple. Vous avez le ministère des Postes et Télécommunications. Vous avez le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Vous avez le ministère du Développement urbain et de l'Habitat. Je m'arrête là. Ça, c'est quand même des ministères qui, jusque-là, étaient occupés uniquement par les hommes. Et il y a quelques années, Mme Jacqueline Kounga-Bessike a été ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Est-ce que ce n'est pas du vernis ou même du vernissage pour couvrir la réalité qui est plus interpellative? Non, la réalité est interpellative, mais je pense que c'est déjà un visage, ça montre déjà la volonté de l'État pour confier plus des ministères techniques et plus de responsabilités aux femmes. Donc moi, je ne désespère pas, parce qu'il y a plusieurs années de cela, on les comptait sur le bout des doigts. Aujourd'hui, on a quand même pris les 10 doigts de la main et on a ajouté un. Et on peut même encore aller plus loin. Donc moi, je ne désespère pas. Je pense que nous sommes sur la bonne lancée, parce que le chef de l'État lui-même y croit. Et les femmes, elles aussi, y croient. Donc, quand elles ont l'opportunité de s'exprimer, quand on leur confie des responsabilités, ces femmes s'expriment. Nous sommes contents d'avoir 11 femmes membres du gouvernement. Nous aimerions avoir plus et nous pensons que nous allons probablement avoir plus de femmes. Vous avez évoqué la préfectorale. Rentrer dans l'histoire de l'ENAM, avant même les femmes ne pouvaient pas entrer dans la section administration. Elles y sont déjà. Mais pour faire quoi après, si elles ne peuvent pas, elles aussi, accéder à la fonction suprême d'un administrateur civil? Non, mais nous avons déjà 2 femmes préfets, c'est déjà ça. Mais nous attendons aussi une femme gouverneure. Je ne veux pas dire qu'on ne va pas refuser la fonction de gouverneur. Donc nous attendons ces femmes-là. Si vous allez dans l'armée, vous allez dans la police, les femmes arrivent quand même à un niveau assez élevé, ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années de cela. Donc je pense que nous cheminons progressivement. L'Assemblée nationale, nous avons atteint les 30% de Beijing. Nous sommes maintenant à presque 34, mais 33,8% de représentation. Nous avons réussi à maintenir le cap des 30%. L'avant-dernière législature, on était à 31%.
Une question simple, Madame la Ministre. Pourquoi vous n'avez pas réagi lorsque on a constaté qu'aucune femme n'a été portée à la tête d'une région? Non, je pense que je n'avais pas besoin de réagir parce que, vous savez, nous sommes dans la décentralisation. Des candidatures ont été montées. Et ces femmes ont été élues. Elles ont été élues en toute transparence. Donc, je n'avais vraiment aucune raison pour m'insurger. C'était seulement un constat. Et je suis persuadée que la prochaine fois qu'il y aura des élections, ces femmes seront mieux préparées pour postuler. Parce qu'on n'a pas la base, nous avons le résultat. Mais c'était des élections qui étaient transparentes. Ça ne suffit pas que la prochaine fois qu'il y aura des élections des conseillers régionaux, que nous n'allons pas sensibiliser. C'est maintenant justement qu'il faut faire ce travail à la base, préparer ces femmes à pouvoir se présenter comme candidats à la présidence d'un conseil régional. Le travail doit se faire maintenant. C'est la première élection. Et nous pensons que nos chances ne sont pas perdues, les chances sont encore là, intactes. Alors tout à l'heure, vous avez parlé du président de la République qui fixe un cap qui devrait être suivi, mais ce n'est pas toujours le cas à l'observation. De votre point de vue, le blocage vient de qui? Davantage des hommes ou plutôt des femmes ou alors des deux? Je pense que le blocage vient surtout, je dirais, des hommes. Je dirais d'abord des hommes. Et vous devez aussi comprendre que pour faire la politique, il faut avoir des moyens. Les femmes n'en ont pas. Les femmes n'ont pas, je le dis, les femmes n'ont pas les moyens pour faire cette politique-là. Donc, mais elles ont des affaires pourtant qui rapportent. Ces affaires ne leur permettent pas de se défendre au même titre que les hommes en politique. Donc nous avons besoin de les préparer déjà parce que nous faisons déjà un travail de les former, de mener des activités de formation politique des femmes, de leur apprendre à se défendre, à défendre leurs projets, à se présenter en public pour défendre leur programme. Mais ces femmes ont besoin de financement. On ne peut pas faire la politique sans financement. Et les femmes n'ont pas les moyens pour faire cette politique-là. Donc il faut qu'elles aient les mêmes moyens que les hommes pour pouvoir se défendre. Et elles ont aussi besoin d'être encadrées. Je vous ai dit, nous sommes dans une campagne, nous avons participé au lancement d'une campagne He for She. C'est-à-dire l'homme doit soutenir la femme. Alors si l'homme se trouve toujours à combattre la femme, je pense que nous ne pouvons pas avancer. Mais nous restons optimistes parce que si le chef de l'État vise la parité, pourquoi est-ce que tous les autres Camerounais ne s'aligneraient pas derrière lui pour soutenir cette femme? Pourquoi combattre cette femme sans raison? Et nous pensons que nous avons des femmes capables au sein de notre société d'un certain âge. Et nous avons aussi une pépinière des jeunes qui viennent et que nous devons préparer. Nous devons les préparer tous. Je dis tous, je n'ai pas dit toutes. Nous devons tous les préparer pour qu'elles puissent aussi émerger et occuper ces fonctions. Et c'est ainsi que nous allons donc nous retrouver avec des femmes maires des villes, des femmes présidentes des régions, et ainsi de suite. Donc, moi, je ne suis pas pessimiste, je suis plutôt optimiste et je prie il vaut mieux. Les hommes de soutenir les femmes, de les encadrer, de les encourager, et que ces femmes acceptent aussi parce que notre vœu de voir les femmes, ce n'est pas seulement pour faire du remplissage. Nous voulons des femmes capables, et il y a des femmes capables si elles ont le soutien qu'il faut, si elles ont les moyens qu'il faut pour postuler à ces différents postes. En parlant de femmes capables, je voudrais justement vous proposer de regarder l'élément qui va suivre. C'est une sélection de quelques femmes qui se déterminent et se distinguent dans la croisade que mène le Cameroun contre le coronavirus, qui figure d'ailleurs dans le thème de la célébration de cette année. C'est un reportage de Martine Noël-Ndégué. Les Camerounais ont connu cette dame en même temps que le coronavirus. Dr Marlise Peyoundi, en guerre contre le fameux virus. Cette titulaire d'un doctorat en biochimie et biophysique de l'Université d'État de Washington, D.C. aux États-Unis depuis 1999, brandit son goulbetara face au virus. Nous avons suivi les canons scientifiques, c'est-à-dire que nous avons fait des essais cliniques et aussi nous avons fait des analyses à l'extérieur et aussi au LANACOM. Ce que j'apporte, c'est un peu la science pour compléter notre médecine traditionnelle améliorée. Donc c'est très important que personne ne soit complexé.
Et je le répète toujours, personne ne doit avoir ni un complexe de supériorité, ni d'infériorité. Nous, scientifiques, quand nous nous rapprochons des tradipraticiens qui connaissent la forêt, ils connaissent les plantes, je vous assure, ça fait un mélange très puissant, je ne cesse de le dire. Le Covid-19 dicte sa loi, la pandémie a tout bouleversé, les interactions sociales sont chamboulées, rendant la vie invivable. La santé mentale prend un coup. Dr Laure Menguené a le médicament. La psychiatre, maillon essentiel du dispositif national anti-Covid-19, sait remonter les malades. S'il y a des personnes qui sont stressées, c'est déjà il faudrait qu'elles puissent comprendre que être infecté ne veut pas dire la mort. Limiter au maximum les informations des réseaux sociaux. Parce que dans les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. C'est des informations qui sont souvent paradoxales et qui mettent l'individu dans un état de mal-être. Lorsqu'il y a mal-être, il y a stress et en chronique, ça pose problème. Ça baisse l'immunité, vous devenez fragile et il y a risque maintenant de ne plus pouvoir faire face à la maladie. Voici une autre Amazone du dispositif national anti-Covid-19. Le docteur Fané Mahamat, directeur de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique, maîtrise les corridors du centre des opérations des urgences de santé publique, poumon névralgique de la riposte au coronavirus. C'est une expérience assez riche où nous avons la confiance de la hiérarchie pour un certain nombre d'activités, notamment de représenter Monsieur le ministre de la Santé publique dans ses points de presse lorsqu'il n'est pas disponible, de passer le message aux populations pendant que nous étions en train de vivre un moment assez stressant. Le monde entier faisait face à une nouvelle épidémie. C'était plutôt une responsabilité qui n'était pas facile. Ni scientifique, ni médecin, Olive Atangana est journaliste, spécialiste des questions de santé. Sa plume coule et sa voix résonne dès qu'on parle de Covid-19. Que ce soit à l'œil du Sahel où elle travaille, dans son blog L'Urgentiste ou encore sur les plateaux radio et télé qui la sollicitent, elle fait autorité. Quand la pandémie se répand et devient mondiale, il y avait toutes sortes d'informations, des fake news qui circulaient. Les gens étaient un peu désemparés. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en tant que journaliste et faire prévaloir ma responsabilité sociale de donner la bonne information. Je me suis dit, il fallait que je donne cette bonne information aux Camerounais. Surtout rester professionnel et se donner comme challenge d'être... je ne dirais pas une référence parce que ce serait prétentieux, mais d'être parmi ces voix qui comptent en matière de bonne information sur la lutte contre le coronavirus dans notre pays. Elle n'est pas restée insensible à cette urgence sanitaire. Naturellement, l'infatigable première dame du Cameroun, Chantal Biya, comme toujours aux avant-postes pour soutenir les malades, les personnes âgées et vulnérables et les élèves. La First Lady multiplie des dons de masques, gel hydroalcoolique, kits d'hygiène et autres nécessaires à travers les 10 régions du pays pour une lutte efficace contre la pandémie. Ce sont là des visages inoubliables de la croisade contre le Covid-19 au Cameroun, des femmes telles qu'on les aime. Des femmes telles qu'on les aime, Madame la Ministre. Quand vous regardez ce florilège, vous vous dites... on n'utilise pas suffisamment les compétences et le capital des femmes. Vous l'avez dit, et c'est ça le cas, mais on a montré, moi je dirais même que c'est le bout de l'iceberg. Elles sont encore plus nombreuses. Elles sont plus nombreuses que que nous venons de voir. Oui, elles sont plus nombreuses, celles qui auraient pu paraître sur ces antennes. Mais celles qu'on a présentées sont... vous les avez appelées des Amazones, oui, je suis d'accord avec vous. Elles impressionnent et puis elles ont la maîtrise de ce dont elles parlent. Madame la Ministre, la famille est aujourd'hui une institution menacée. Elle est menacée et cela se voit dans le déclin de la moralité, notamment au niveau de l'école. Comment sauver la famille camerounaise du déclin ? Alors, comment sauver la famille camerounaise du déclin? Je pense que chacun doit jouer son rôle. Il est vrai que le ministère en charge de la promotion de la femme et de la famille est interpellé au premier plan
Et si nous assistons à cette catastrophe, c'est parce que les principaux responsables se sont détournés de leur mission première, qui est l'encadrement des enfants. Quels sont ces responsables? Mais les parents d'abord, les parents, le père et la mère, les géniteurs, ils sont les premiers à interpeller, parce qu'on ne peut pas donner naissance à des enfants et estimer que c'est à l'école qu'on va les corriger. Il faut que les familles, que les parents jouent pleinement leur rôle de premier éducateur, à commencer par la maman. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que tout cela s'explique aussi par une thèse développée il y a quelques années par le professeur Nkolo Foué dans un livre intitulé « Le sexe de l'État ». Il prétend que l'État est surtout celui des pères et qu'il n'intègre pas suffisamment l'état des mères dans l'ordre politique. En fait, je m'excuse, je n'ai pas lu ce livre, mais moi je vais partir. En tout cas, voilà un peu l'idée. Oui, je comprends. Moi, je veux dire que je ne suis pas tout à fait d'accord parce que nous avons des mamans dans des zones rurales illettrées, mais qui nous ont sortis des grandes élites de cette République, tout simplement parce que ces mamans, ces parents ont cru, avaient une vision. Comment pouvez-vous imaginer qu'une mère illettrée, des parents illettrés puissent envoyer leurs enfants à l'école? C'est peut-être, se dit, bon, comme nous on n'est pas allé à l'école, il faut aussi qu'on donne une chance à ces gens. Donc, dire que les femmes sont, disons, laissées de côté, que l'État ne s'occupe pas des femmes, je dirais non. Non, qu'il ne les intègre pas suffisamment. Elles sont intégrées, elles sont intégrées, je pense que... Mais pas à bon niveau. Je ne le dirais pas. Je ne sais pas s'il y a eu une étude pour le dire de cette manière-là. Je trouve quand même que l'affirmation est assez sévère pour dire que l'État n'intègre pas suffisamment les femmes. Mais les femmes elles-mêmes le disent, Madame la ministre. Enfin, tout dépend d'où vous menez votre enquête. Et parce que quand vous menez une enquête, il faut aussi voir le profil de la personne qui répond à vos questions. Donc moi, je suis plus réservée et je dis que l'État fait le maximum pour intégrer les femmes. Lorsque ces femmes sont encadrées, elles sont capables de beaucoup de choses. Maintenant, pour parler toujours des familles, il y avait un espoir, je crois qu'il demeure d'ailleurs, sur le code de la famille. Pourquoi ce document reste dans les parapheurs? Alors, ce document, c'est un document que nous attendons tous. Mais le travail de fond qui revenait au département ministériel, donc j'ai la charge, a été fait. Et ce travail a été transmis à l'administration qui doit le finaliser et le publier parce que c'est quand même un code. Donc ça ne se trouve pas dans les couloirs, mais ça se trouve en étude en vue d'une finalisation. Donc ce n'est pas un document qui dort. La question revient tout le temps, mais ça se retrouve dans une administration, dans l'administration compétente en la matière. Et nous Quelle espérons, est cette administration? Mais le ministère de la Justice. Il n'y a qu'au ministère de la Justice qui peut se retrouver. Mais il a cheminé, il a poursuivi toutes les étapes nécessaires, réunions interministérielles où nous avons participé, et il a au niveau de la primature des services du Premier ministre. Donc, je pense que nous devons, disons, continuer à patienter un peu et que peut-être sous peu, je ne peux pas parler pour le ministre d'État, mais c'est dans les services du ministère de la Justice que se trouve ce document. Alors, parlez pour vous-même, Madame la ministre, depuis la création du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui a été réalisé? Quelles sont les avancées majeures? Alors, ce ministère a été créé, pas dans sa dénomination actuelle comme condition féminine en 1984. Il est maintenant, ses missions ont été beaucoup plus élargies. C'est un ministère en charge de la promotion de la femme et de la famille. C'est cette activités qui nous intéresse. Oui. Alors, nous avons des structures pour stabiliser la famille, promotion de la femme et de la famille. Je pense que nous avons beaucoup évoqué la promotion de la femme lorsque nous avons jusque-là. Tout à fait. Alors, parlons au niveau de la famille, nous avons aussi évoqué la famille. Alors, nous avons une couche parce que ce ministère a en charge une couche sensible, une couche vulnérable. La plupart des couches sont vulnérables. Mais nous avons des jeunes filles pour 1001 raisons qui sortent du système scolaire classique.
Nous avons des femmes démunies qui sont sous notre responsabilité. Nous avons des structures qu'on appelle des centres de promotion de la femme et de la famille qui accueillent ces jeunes filles qui sont sorties de l'école pour 1000 raisons. Et dans ces centres, nous en avons 107 et 103 sont fonctionnaires sur l'ensemble du territoire national dans les 10 régions. Ces centres accueillent donc ces jeunes filles surtout pour les former en industrie de l'habillement, en décoration-restauration, en agro-pastoral, en technique de l'information et de la communication, pour ce qui est des modules longs dont la durée varie de 9 à 2 ans, avec un volet sur l'éducation civique. Et ceux qui font ces modules vont aussi en stage d'apprentissage dans certaines structures. Et au terme de ces formations, elles sont capables, elles sont déjà nanties d'une compétence pouvant leur permettre de sortir de la précarité. Elles ont une compétence. Et dans certains de ces centres, elles peuvent bénéficier d'un crédit pour s'installer. Et elles sont formées au montage des projets et à la gestion de leurs activités. Donc dans ces centres, nous avons formé des dizaines de milliers de jeunes filles qui sont maintenant autonomes. Les jeunes garçons viennent aussi apprendre quelque chose. Les mamans même peuvent décider de venir apprendre, parce qu'il y a aussi des modules courts qui peuvent durer de 1 mois à 3 mois. La teinture, une dame peut dire, je vais apprendre à attacher la cravate de mon mari. Elle dit, on lui apprend à faire cela. Donc, ces activités sont là et nous avons aussi un volet d'assistance aux familles démunies. Avant la pandémie Covid-19, nous avions des salles de vacances justement pour des enfants issus de ces familles qui bénéficiaient d'un salle de vacances au terme duquel ils recevaient le nécessaire pour payer au moins les droits universels, parce qu'on avait estimé ça aux droits universels. Ça pouvait à travers l'ensemble du territoire national? Exactement, c'est-à-dire dans les 10 régions. Et ça, justement, évidemment, c'est proportionnel à l'enveloppe budgétaire, mais on faisait l'effort de faire participer l'ensemble des 10 régions de notre pays. Puisque vous parlez d'enveloppe budgétaire, vous m'amenez à constater que nous sommes en début d'exercice. Selon les priorités de votre plan de performance de cette année, on va dire, qu'est-ce qui va changer de manière sensible dans la condition des femmes d'ici, on va dire, la fin de l'année, ou 2 ans, ou 3 ans? Alors, nous sommes en pleine pandémie Covid. Nous devons intégrer cette pandémie Covid dans tout ce que nous faisons depuis l'année dernière. Et le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a bénéficié du Fonds spécial de solidarité nationale par rapport justement à cette pandémie. Et l'enveloppe qui a été allouée, en dehors de nos missions régaliennes, l'enveloppe qui a été allouée au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a été utilisée pour renforcer ces structures dont je viens de parler, les centres de promotion de la femme et de la famille, en équipement adapté en fonction de leur localisation sur l'ensemble du territoire national. Par exemple, un centre qui se retrouve dans une zone où l'accès à l'électricité n'est pas souvent permanent, nous avons doté ces centres d'un groupe électrogène. Donc nous avons pris en compte ces centres et nous pensons que ces femmes vont contribuer à la lutte contre le coronavirus. Évidemment, nous allons poursuivre nos missions pour la stabilisation de la famille, pour réduire les inégalités, pour continuer la sensibilisation, pour lutter contre les mariages d'enfants, les mutilations génitales féminines. Donc vos missions quotidiennes, nos missions régaliennes, nous les poursuivons, mais nous allons renforcer en intégrant la dimension Covid-19, évidemment la promotion de la femme, c'est-à-dire pour justement arriver au leadership. Nous allons poursuivre la sensibilisation, la formation des femmes pour qu'elles puissent avoir confiance en elles-mêmes et postuler et se positionner. Et nous allons aussi continuer à soutenir celles qui sont regroupées en associations et qui peuvent bénéficier de l'enveloppe qui nous est allouée pour l'appui aux associations dans le cadre des activités génératrices de revenus. Et cela couvre aussi l'ensemble du territoire. Les sollicitations qui viennent des 10 régions, nous les répartissons en fonction de l'enveloppe dont nous bénéficions. Madame la ministre, puisque vous êtes également enseignante, je rappelle que vous êtes
professeur agrégé de médecine. Je vais maintenant vous inviter à la rencontre d'une dame qui est également enseignante, Salomé Giacomo Essiane. Elle est directeure de l'école normale de l'enseignement technique à Ebolova. Elle incarne à peu près le leadership dont il est question, le leadership féminin. Reportage de Berthe Mbala. C'est la plus récente corde ajoutée à son arc, conseiller régional du Sud. Salomé Giacomo Essiane y apporte son expertise d'enseignante et de manager. C'est historique. Nous sommes les premiers conseillers régionaux de la région du Sud et nous sommes vraiment très émus. C'est à cette dame que fut confiée en 2018 les rênes de l'école d'enseignement technique d'Ebolova, quelques mois après sa création. À la tête de cet établissement, elle s'illustre par la recherche des solutions concrètes aux problèmes de la société. L'enseignante continue à enfiler sa blouse pour dispenser un savoir pointu, l'optoélectronique. Donc, par défaut, une feuille de calcul, par défaut, un fichier Excel, à combien de feuilles de calcul? Au départ, une prédisposition et un intérêt poussé pour les sciences et la technique. Toute petite, j'aimais déjà démonter tout ce qu'on avait à la maison comme jouet. Alors les petites voitures du petit frère. Après un cycle primaire et secondaire à Yaoundé sanctionné par le baccalauréat série C, elle poursuit ses études supérieures au Maroc où elle décroche son doctorat. Mon premier cours que je vais dispenser à l'IUT, je passe à côté de mes étudiants, me disaient « Petite fille, c'est pas la fac de lettres ici, il faut traverser la route là. » Après, j'entre dans la salle et au lieu d'aller m'asseoir, je reste devant, je pose mes documents. Alors ils commencent à chuchoter entre eux avec la peur dans le ventre. Il y a un qui dit à ses camarades « Les gars, on a gaffé. » Apparemment, c'est le prof d'électronique. Salomé Giacomo Essiane débute la vie professionnelle à l'Institut universitaire de technologie de Douala en 2005. Très rapidement, elle gravit les échelons, chef de département de génie industriel, directeur adjoint, puis directeur de l'INSET d'Ebolova, où elle est également chef de département de génie électrique. Sur le chemin, elle a bravé bien des préjugés. Nous allons, dans les écoles primaires, rencontrer les jeunes filles des classes du cours moyen 1, cours moyen 2, qui vont présenter le concours d'entrée en 6e, pour les encourager déjà à choisir les établissements techniques. Et puis nous allons également dans les lycées, parce que lorsqu'on est en 3e en enseignement général, on peut également aller en seconde C, on peut aller faire sa classe de seconde dans un lycée technique. Forte de cette expérience, elle trouve stratégies et mots justes pour attirer les jeunes et particulièrement les filles vers les filières scientifiques et techniques. Et pour achever de convaincre que femme scientifique ne perd rien de ses atouts naturels, Madame le directeur de l'INSET d'Ebolova, conseiller régional du Sud, s'est déposé ses titres pour se définir dans les autres rôles de la femme. Madame la ministre, il nous reste peu de temps maintenant dans cette émission et nous allons jeter un regard sur les questions de nos internautes rassemblés par Daniel Mouadoumé de la rédaction web. Pour l'essentiel, vous y avez déjà apporté des réponses. Il n'en reste peut-être qu'une seule, celle de François Mvondo. Si on a un cas de violation, qui saisir? Il parle certainement des femmes. Lorsqu'une femme est en situation de violation de ses droits, qui doit-elle saisir? Alors, il y a plusieurs administrations. Ça dépend de quel droit il parle. Il n'a pas dit de quel droit il s'agit. Il peut saisir l'autorité judiciaire, c'est-à-dire l'autorité judiciaire. Il peut aussi saisir une structure du ministère, une structure de terrain du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Mais assez souvent, lorsque les gens réagissent, ils sont tellement évasifs. Il ne précise pas parce qu'il a parlé d'une violation de quoi? Je ne sais pas.
Peut-être qu'il voulait savoir à quel moment on peut saisir également directement le ministère de la promotion de la femme, si vous pouvez être intermédiaire. Bien sûr, on est ouvert. Ils peuvent saisir le ministère de la promotion de la femme et de la famille à tout moment, mais ils doivent savoir qu'ils n'ont pas besoin de partir d'une zone où se trouve une de nos structures pour arriver à Yaoundé. Non, nous avons des délégations régionales, départementales et même des délégations d'arrondissement. Même les centres de promotion de la femme et de la famille. Il peut déposer sa requête, mais elle doit être complète pour qu'on trouve une solution au problème que la personne a. Madame la ministre, pour terminer, dites-moi, au vu de tout ce que nous nous sommes dit et que nous avons entendu dans cette émission, au regard de toutes ces revendications, qu'est-ce que les femmes veulent aujourd'hui en termes de poste ou de positionnement dans l'appareil dirigeant? Ce serait le Parlement, la primature ou quelque chose de plus costaud? Non, je ne peux pas vous donner une réponse précise. Les femmes veulent un partage équitable des responsabilités. C'est ce que les femmes veulent. Les femmes souhaitent un partage équitable à compétences égales parce qu'on ne souhaite pas faire du remplissage. Lorsqu'une femme est compétente et qu'elle mérite une promotion, quelle est cette promotion-là par rapport à son mérite? Vous avez présenté des modèles de femmes dont on ne peut pas du tout contester la promotion, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc nous voulons une promotion équitable par rapport aux compétences et pas du favoritisme. Madame la ministre de la promotion de la femme et de la famille, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne fête dans le respect des mesures barrières. Merci beaucoup. Je dois rappeler qu'il n'y a pas la grande parade, mais toutes les femmes sont interpellées pour jouer pleinement un rôle de leader dans l'éradication, dans la lutte contre le coronavirus, en sensibilisant autour d'elles, leur entourage, à tous les niveaux, pour le respect des mesures barrières édictées par la hiérarchie. Merci beaucoup. Jouez le même rôle, même si vous êtes un homme, vous appartenez à une communauté. La preuve, nous vous avons invité à cette émission et merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci d'avoir pris part également à cette autre grand-messe du dimanche. Actualité hebdo sur la CRTV. L'actualité, c'est ici. Bonsoir.